cadre-là qu'on a plusieurs canaux, notamment LinkedIn, un de nos canaux sur lequel on communique, qu'on partage du contenu. On a une chaîne YouTube où également il y a tous nos contenus vidéo. Donc, les derniers webinaires qu'on a organisés, ils sont disponibles. Celui-là également, il sera voilà, dans la semaine en principe. Donc, en moyenne, on organise un webinaire par mois. Vous pouvez voir ce qui est fait et voilà, et ce sera toujours utile de suivre ces pages et voir notre contenu. On a également la chaîne YouTube, la chaîne WhatsApp qu'on a lancée il y a quelques temps. Tout ceci pour nous rapprocher davantage de nos partenaires et diffuser un contenu pour, bien entendu, apporter de la valeur ajoutée aux différents praticiens. Donc, j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire relatif au secrétariat juridique avec Nogaï Gaye. Bonjour Nogaï. Bonjour, M. Kamara. Très bien, merci. Donc, moi-même, Alioune Badara Kamara, expert comptable, commissaire aux comptes, associé au sein du cabinet. Je serai avec Nogaï Gaye, consultante juridique et fiscale au sein du cabinet. On a mis ici, il y a un QR code, ce serait bien de le scanner, vous avez la possibilité de le scanner sur vos téléphones afin de nous mettre vos questions, voilà, les questions, les points sur lesquels vous souhaiteriez qu'on vous apporte des éclaircissements. Donc c'est un webinaire d'une heure de temps, on sera avec vous en principe jusqu'autour de 17 heures. La moitié du temps sera consacrée à une présentation, donc entre 20 et 30 minutes, et les 30 dernières minutes seront consacrées à une série de questions-réponses. Voilà. Très bien. Donc, voilà, le QR code, il est là. On vous le laisse à l'écran pendant quelques secondes. Très bien. Donc, les objectifs du webinaire, Nogaï. Quels sont les objectifs de ce webinaire? Bienvenue à ce webinaire. Donc, on se fixe comme objectif, principalement, au sortir de ce webinaire, de pouvoir être en mesure, chacun d'entre nous, au sein de nos organisations, de pouvoir assurer la conformité juridique des opérations sociales, des opérations et des décisions sociales. Ensuite, on pourra aussi se fixer l'objectif de pouvoir prévenir les risques juridiques. Parce que les opérations juridiques au sein des sociétés commerciales comportent aussi des risques si elles ne sont pas exécutées telles que prévues par la loi. Et en dernier point, on pourra aussi, ce sera aussi un moyen de sensibiliser les dirigeants dans leurs différentes obligations légales tout au long de l'exercice de la vie de la société. Voilà. Très bien, merci. Et c'est quoi le sommaire que tu nous proposes? Donc, en sommaire, on a 5 grands points qu'on va essayer de développer tout au long de ce webinaire. D'abord, on va commencer par des généralités. On va revenir un peu sur des questions, des points qui sont vraiment essentiels dans le cadre du secrétariat juridique. Ensuite, en deuxième point, on vous présentera un calendrier annuel de clôture. Parce que comme M. Kamara l'a dit tout à l'heure, on est en avril, on est en période de clôture de l'exercice. Donc, c'est vraiment le moment de revenir un peu sur les différentes obligations, le calendrier, les deadlines et tout ça. Ensuite, en troisième point, on vous fera un petit rappel sur les conventions réglementées. Parce que aussi, c'est vraiment un point qui dans le fonctionnement quotidien des entreprises, présente parfois beaucoup de lacunes. Et en quatrième point, on viendra sur les obligations légales et réglementaires dans les sociétés commerciales. Et on finira par des bonnes pratiques qu'on partagera avec vous qui pourront vous permettre vraiment de dérouler, de gérer la gestion de vos sociétés commerciales. Très bien. Donc, en généralité, qu'est-ce qu'il faut retenir du secrétariat juridique? Généralement, il faut retenir que le secrétariat juridique constitue un pilier fondamental pour le fonctionnement des sociétés commerciales, dans le sens où il veille à la préparation, à l'organisation des réunions, des instances de direction.
que ce soit les assemblées générales, les réunions des conseils d'administration, etc. Ensuite, le secrétariat juridique veille également à la rédaction et à la conservation des procès-verbaux qui, quand même, disons-le, est la preuve de la tenue effective de ces réunions. Voilà. Tout à fait. Et ce que j'ajouterais aussi, c'est que c'est une obligation en tant que telle, parce que indépendamment des activités que les différentes sociétés vont mener, activités en cœur de métier, une société, elle doit exister et être suivie sur le volet juridique. Donc, il y a un certain nombre de règles à respecter. En fonction de la forme juridique choisie, il y a un certain nombre de règles à respecter. Il y a un formalisme juridique également à respecter. Et tout cela est très important dans la mesure où ce sont des éléments de preuve et ça permet d'éviter un certain nombre de risques, comme tu l'as soulevé. Je pense qu'on reviendra aussi sur les différents risques. Voilà. Très bien. Et l'autre point, quel est le cadre juridique? En fait, justement, on parle de secrétariat juridique. Voilà, quels sont les différents textes à considérer au moment de faire ce secrétariat juridique? Donc, le cadre juridique, pour pouvoir, le cadre juridique du secrétariat dans l'entreprise, c'est à 3 niveaux. Ça se mesure à 3 niveaux. D'abord, il y a les textes réglementaires. Et dans ce cadre-là, ce sont les textes de l'OHADA qui ont la primauté, notamment les actes uniformes et principalement l'acte uniforme portant le droit des sociétés commerciales et du GIE. Par moment, on parlera aussi de l'acte uniforme sur le droit commercial et l'information financière, notamment en ce qui concerne les règles de tenue, les règles d'établissement des états financiers et tout ça. Ensuite, en deuxième place, viendront les statuts de la société commerciale. Et en dernier lieu, le droit national qui, quand même, dans ce contexte, est assez résiduel. Tout à fait. Donc, de là, on retient que quand on est une société, au niveau supranational, on a l'OHADA, les textes de l'OHADA. On est une société commerciale et au niveau de l'OHADA, parmi les 11 actes uniformes de l'OHADA à date, on a l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales qui, en fonction des 3 sociétés, que ça soit ciblé et qu'on va traiter dans le cadre de ce webinaire, que ça soit la société anonyme, la société par action simplifiée, la société à responsabilité limitée, les règles de base, ils sont définies. Au-delà de ces règles de base, on a les statuts. Les statuts viennent toujours ils sont toujours en conformité par rapport à ces actes uniformes. En fonction également du secteur d'activité de la société et de ce qu'elle fait, vous allez avoir aussi un certain nombre de textes locaux, réglementaires ou législatifs qui vont aussi s'appliquer à cette société et ce sont des éléments importants à prendre en compte dans le cadre d'un secrétariat juridique. Tout à fait. Voilà. Maintenant, dans le secrétariat juridique, on parle beaucoup de registres. Quels sont ces registres et à quoi ils servent et comment les distinguer? Donc, en termes de registres, on en identifie 3 principalement. Le premier, c'est le registre des assemblées générales. Donc celui-là, c'est le registre dans lequel plutôt, on recense toutes les décisions, toutes les règles qui concernent les assemblées générales. Ça permet, c'est un sorte de registre qui permet de retracer tout ce qui a été fait par rapport à la préparation de l'assemblée, à la tenue, etc. Donc, c'est vraiment le registre qui englobe tout ce qui a été fait pendant la préparation à la tenue de l'Assemblée générale jusqu'au procès verbal. En deuxième lieu, on a les registres des décisions des organes de direction. Dans ce registre-là, on retrouve toutes les décisions qui ont été prises, soit par le conseil d'administration, soit par le gérant, dans le cadre de ses fonctions tout au long de la vie de la société. Toutes les décisions qu'il prend, tous les engagements qu'il prend en tant que gérant ou administrateur général de la société, on les retrouvera dans ce registre. C'est un registre qui permet aussi de pouvoir identifier les obligations du gérant et de mesurer sa responsabilité. Parce qu'il est responsable des décisions qu'il prend au nom de la société. Il est responsable il répond des décisions qu'il prend. Donc, le registre des décisions nous permet de retracer
exactement tout ce qu'il a eu à accomplir dans l'exercice de ses fonctions. Ensuite, on a le registre des titres nominatifs. Donc, ce registre nous permet de suivre l'attribution des titres sociaux de la société. Par exemple, pour les sociétés de capitaux, on pourra y voir les cessions, les transmissions, toutes les opérations qui ont eu pour effet de transmettre la propriété des actifs, des titres. On les retrouvera dans ces registres. Voilà. Tout à fait. Donc, merci Nogaï. Donc, je retiens par là que les registres, ils ont un rôle très, très important dans la mesure où ils permettent de retranscrire la mémoire institutionnelle. D'accord? C'est une chose d'avoir des assemblées, mais c'en est une autre de pouvoir retranscrire et suivre fidèlement les décisions des différents organes de gestion. La tenue de ces registres, elle est obligatoire. L'acte uniforme va même plus loin en parlant de registre coté et paraphé. C'est une documentation importante à prendre en compte. Après, pour la tenue des registres, on reviendra tout à l'heure sur les différents risques. C'est important toujours de les prendre en compte dans le cadre d'un secrétariat juridique. Voilà. Donc, je vais prendre la main maintenant sur le calendrier de clôture. Vous savez, en fait, dans le cadre le secrétariat juridique est à positionner par rapport à l'exercice. Et à ce niveau, on va voir qu'il y a beaucoup de liens entre les différentes obligations. D'une part, fiscales, les obligations fiscales, les obligations juridiques, les obligations comptables et d'information financière. Il y a un lien à tout ça. Et l'exercice, en tant que tel, l'exercice social, comptable, commence toujours au 1er janvier et se termine au 31 décembre. Et selon la date et selon la période à laquelle on se situe, il y a un certain nombre d'obligations à respecter. L'exercice comptable commence au 1er janvier, il se termine au 31 décembre, c'est la date de clôture, et on a jusqu'au 30 avril, au plus tard, pour faire l'arrêté des comptes. 4 mois plus tard, l'acte uniforme nous dit qu'on a 4 mois plus tard, 4 mois au plus tard de la clôture pour faire l'arrêté des comptes. L'arrêté des comptes, il faut qu'il soit formalisé, il faut qu'il soit documenté. Bien évidemment, en fonction de la forme juridique de la société, selon qu'on soit dans une société avec un actionnaire unique ou une société avec plusieurs actionnaires ou plusieurs associés ou plusieurs actionnaires, les formes le formalisme des décisions va changer. Par exemple, si je suis dans une société à responsabilité limitée, l'arrêté des comptes sera fait par un gérant. Si je suis dans une société anonyme avec un conseil d'administration, ce sera de la responsabilité du conseil d'administration d'arrêter les comptes. Et tous ces exercices-là doivent être documentés par des procès-verbaux. Les procès-verbaux, l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales les encadre et nous souligne que c'est important de formaliser, de documenter et de conserver ces décisions-là qui sont prises au niveau du siège social de l'entreprise. En général, on constate que pour les entités avec un actionnaire unique, sans forcément une certaine maturité juridique, elles vont avoir une comptabilité qui est tenue, des états financiers déposés, mais le formalisme juridique ne suit pas. Par exemple, l'entreprise, on a des états financiers certes, mais on n'a pas de PV d'arrêté de compte, on n'a pas de PV d'assemblée générale, et pourtant on prend des dividendes, etc., etc. Donc pour dire en fait que les différentes décisions prises au sein des sociétés, elles doivent être documentées. Elles doivent être documentées, formalisées, et la traçabilité doit être assurée, sachant que les différentes décisions qu'on prend, elles doivent être conformes aux dispositions de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales, globalement les différents actes uniformes qui s'appliquent à nous, le droit national, les statuts, et si éventuellement il y a des pactes d'actionnaires également, les décisions devraient être conformes aux différents pactes. Il y a également l'Assemblée générale, au plus tard, 6 mois après la clôture, c'est-à-dire le 30 juin au plus tard, on doit approuver les comptes. Selon la forme juridique et selon l'actionnariat,
ça va changer si je suis dans une assemblée, si je suis dans une société avec un seul associé ou actionnaire, ce sera l'associé unique qui doit prendre une décision pour approuver les comptes. D'accord? Si je suis dans une société avec plusieurs associés, ces associés-là devront faire une assemblée générale ordinaire pour approuver les comptes qui ont été au préalable arrêtés par le conseil d'administration, si bien évidemment je suis dans une société anonyme avec conseil d'administration. Toutes ces décisions-là doivent être formalisées sur PV. Il y a aussi un autre point important, c'est que les règles, les délais de convocation, on reviendra dessus tout à l'heure. Avant de tenir une réunion, il faut que les délais de convocation, est-ce que c'est du 15 jours ou pas, il faut que ça soit respecté et que les formes soient bien évidemment respectées. Maintenant, qu'en est-il, Nogay, du rapport de gestion? C'est quoi le rapport de gestion? Le rapport de gestion, c'est également un des documents qui doivent être présentés aux actionnaires ou aux associés au moment de la tenue des assemblées générales. C'est un rapport qui est dressé par l'organe de direction, que ce soit le gérant, l'administrateur général ou le conseil d'administration. Il établit un rapport de la situation de la société tout au long de son exercice. Il établit vraiment tous les événements importants qui ont eu lieu durant l'exercice, ce qui a été organisé comme ce qui a été pris comme décision de sa part. C'est vraiment un rapport sur l'exercice. C'est un rapport sur l'exercice. C'est un rapport qu'il dresse sur tous les actes qu'il a eu à prendre tout au long de cet exercice. Et c'est un rapport qu'il soumet au commissaire aux comptes si la société en dispose et qui également qui va apprécier le rapport. Le commissaire aux comptes à son tour va apprécier le rapport de gestion du gérant et à son tour, il va dresser un rapport aussi s'il a des remarques, des alertes à faire par rapport aux opérations qui ont été listées par le rapport de gestion. Il va les comparer aux états financiers et il fera des alertes. Et tous ces documents-là, son rapport ainsi que le rapport de gestion, tous les documents qui seront établis seront présentés au moment de l'Assemblée générale. Voilà. Tout à fait. Donc, le rapport de gestion, c'est un document très important dont la présentation elle est obligatoire. Le conseil d'administration a cette responsabilité-là. Présenter ce rapport de gestion à l'Assemblée générale. Maintenant, une question également qu'on peut se poser, c'est quoi le contenu de ce rapport de gestion? Comment il doit être présenté? Il y a une certaine liberté, vraiment, dans la structuration, mais il y a des points, bien entendu. Voilà. Les impondérables, il faut forcément les retrouver dans un rapport de gestion. La situation financière, les faits marquants intervenus dans l'exercice, le résultat, les évolutions, bien sûr aussi les événements postérieurs à la clôture. Donc, tous les événements qui se sont passés, qui sont importants entre la date de clôture, le 31 décembre, et le 30 avril, la date d'arrêté des comptes. Donc, tous ces éléments doivent se retrouver dans le rapport de gestion. Ce rapport de gestion aussi, comme tu l'as rappelé, doit être transmis au commissaire aux comptes si on est dans une société qui dispose d'un commissaire aux comptes. Ce dernier doit faire un certain nombre de contrôles de concordance, notamment s'assurer que les éléments qui sont présentés dans le rapport de gestion sont bien présents dans les états financiers, est-ce qu'ils sont concordants et autres. Et dans son rapport d'opinion, dans la partie vérification, juste après, dans la partie vérification spécifique, revenir sur les éventuelles irrégularités ou simplement se prononcer sur l'absence d'irrégularité et la conformité de ce rapport de gestion. Maintenant, qu'en est-il des conventions réglementaires? On en parle beaucoup. C'est quoi les conventions réglementées? Ça porte sur quoi? Les conventions réglementées sont souvent des procédures qui tentent d'éviter que le dirigeant d'une société par action profite de ses fonctions pour conclure à son profit des conventions qui pourraient être désavantageuses pour la société. C'est pour ça que ces conventions réglementaires sont souvent ou même obligatoirement soumises à l'approbation
de l'Assemblée générale, du conseil d'administration. Tout à fait. Donc, les conventions, c'est important. Ce que j'aime bien préciser, c'est que dans une société, il y a toujours 3 types de conventions, hein, dans l'absolu. Le droit des sociétés distingue 3 types de conventions. Il y a des conventions d'abord normales, d'accord? C'est des conventions au quotidien, la gestion courante, des conventions normales. Bien entendu, l'autre extrême, ce sont les conventions interdites qu'on ne doit pas avoir dans des sociétés et il y a des sanctions pénales qui sont prévues. Les dirigeants s'exposent à des sanctions pénales, hein, d'accord? Il y a au milieu, entre les conventions normales et les conventions interdites, ce qu'on appelle des conventions réglementées. Donc, ça va être toutes les conventions qui sont conclues entre la société et certaines catégories d'actionnaires. On est autour de 10% et au-delà. Les dirigeants, les administrateurs, dirigeants, DG, administrateurs de ces sociétés-là, des conventions qu'on va regarder 2 critères. Est-ce que la convention est conclue dans des conditions normales? Est-ce que ça porte aussi sur l'activité normale de la société? Donc, ce sont des points de vigilance. Quand il y en a, convention réglementée, si je suis dans une société anonyme, le conseil d'administration doit les autoriser préalablement et l'Assemblée générale doit les approuver. Donc, c'est une procédure en 2 temps. Si j'ai une convention réglementée non autorisée, l'Assemblée générale peut les approuver. En les approuvant, l'approbation va combler le vide qu'il y a eu et l'absence d'autorisation par le conseil d'administration. Il y a aussi, bien entendu, le cas des sociétés à responsabilité limitée où la procédure d'autorisation n'est pas prévue, mais tout de même, il faut toujours approuver ces conventions réglementées. Si la société dispose d'un commissaire aux comptes, ce dernier également doit porter dans son rapport spécial sur les conventions réglementées, les différentes conventions ainsi que les effets que ces dernières ont pu avoir au niveau de la société. Donc, je te laisse continuer sur l'autre partie. Oui, l'organisation du secrétariat juridique. Comment ça se passe en quelque sorte? Quels sont les points importants? Donc, pour l'organisation des assemblées générales des conseils d'administration, on a 4 étapes essentielles fondamentalement. D'abord, le premier point, c'est la convocation des associés ou des actionnaires qui doit suivre une certaine régularité, certaines conditions obligatoires pour être vraiment conforme à ce que la loi prévoit. Ensuite, après convocation faite, toujours dans la convocation même, il y a un principe vraiment un principe directeur qui est le respect des délais et des formalités de convocation. On y reviendra selon chaque type de société. Ensuite, en 3e point, on a la vérification des règles de quorum et de majorité qui sont applicables. Et en dernier point, la rédaction des procès-verbaux qui, comme on l'a dit tout à l'heure, ont une valeur probante de la tenue effective des assemblées générales. Tout à fait, tout à fait. Et de là, ça me fait penser à une chose, c'est qu'en société, tout ce qui n'est pas formalisé n'est pas fait. C'est ça. Hein? Donc, les convocations, elles doivent être documentées. Les réunions aussi doivent être documentées. En réunion également, il faut qu'on se rappelle des conditions de quorum, des conditions de majorité, selon le type de société. Le quorum, les personnes qui doivent être là pour qu'on puisse valablement délibérer. Nombre d'actionnaires, nombre de parts présentes selon le type de société. Les conditions de majorité, selon que je sois dans une assemblée générale ordinaire ou une assemblée générale extraordinaire, il y a des conditions de majorité à respecter. Bien sûr, les délais légaux de convocation doivent être respectés. Hein? Sinon, une assemblée qui ne respecte pas ces formes, les décisions qui y sont prises peuvent être déclarées nulles. Bien entendu. Donc, c'est important de respecter ces règles pour prévenir un certain nombre de risques juridiques. Toujours dans le formalisme. Quel est aussi, est-ce que tu peux nous indiquer les règles, le formalisme attendu par le législateur? Donc, le formalisme a un niveau de rigidité selon qu'on soit dans la SARL, dans la SA ou dans la SAS. Par exemple, pour la SARL, on a une rigidité plutôt flexible. Ça répond un peu à la nature hybride de l'entreprise, parce que la SARL est un peu à cheval entre les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes.
Donc, dans ce sens, les règles sont un peu plus flexibles que dans la SA. Parce que dans la SA, la réglementation est assez stricte concernant le formalisme de la convocation des assemblées générales et même de la tenue de ces assemblées. Par exemple, il y a des règles de quorum à respecter, des règles de majorité. Parce qu'en fait, en principe, les règles de quorum, le quorum répond à la question est-ce qu'on peut voter? Est-ce qu'on peut voter? Non, on ne peut pas voter, le quorum n'est pas atteint. Là, on ne regarde même plus les règles sur la majorité. Est-ce qu'on peut voter? Oui, on peut voter parce que le quorum est atteint. Et là, on se tourne maintenant vers les règles de majorité. Est-ce que la résolution est votée à 50 voix et 51 voix? Oui, donc la résolution est adoptée. Si la résolution est votée à moins de 50 voix, elle ne passe pas. Donc, tout ça, c'est des règles à respecter. On peut aussi se trouver dans des situations où, à la première convocation, le quorum n'est pas atteint, on se tourne vers une seconde convocation. Parce qu'on ne peut pas voter du tout tant que le quorum n'est pas atteint dans la SA. Par contre, pour la SAS, la Société par action simplifiée, là, on a une large liberté. On a une large liberté, le choix est laissé aux associés dans les statuts de prévoir les règles de tenue de l'Assemblée, les règles par rapport au quorum, à la majorité et tout ça. En pratique, il est arrivé qu'on soit en face d'une situation où, dans une SAS, les associés se tournent vers les pactes d'actionnaires pour organiser les règles de quorum et de majorité pour la tenue des assemblées, ce qui n'est pas autorisé du tout. Parce que les pactes d'actionnaires, en raison de leur inopposabilité au tiers, de leur infériorité au statut, ne peuvent pas déterminer des règles de formalité, des règles de tenue des assemblées générales. Ce qu'on peut faire, par contre, au niveau des pactes d'actionnaires, c'est de prévoir, par exemple, de prendre des engagements sur comment voter, par exemple, on peut faire ça, mais on ne pourra jamais déterminer sur des pactes d'actionnaires des règles de quorum ou de majorité. Donc, c'est une précision que je voulais apporter par rapport à ça. Très bien, très bien. Donc, sur ce formalisme, effectivement, tu reviens sur des aspects très importants. La SA, elle est naturellement beaucoup plus rigide. La SARL, c'est une société hybride, à mi-chemin entre les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes, donc avec plus de flexibilité que dans la SA, qui est beaucoup plus rigide. Et la SAS, bien entendu, comme son nom l'indique, avec un peu plus de simplification, et on a la primeur au niveau des statuts. Ce qui fait que pour chaque SAS, il y a une réalité différente. Donc, pour les SAS, pour faire un bon secrétariat juridique, il faut forcément bien connaître les statuts. C'est général, il faut toujours bien connaître les statuts, mais pour les SAS, encore plus, il faut toujours se plonger dans les statuts parce que les dispositions de l'acte uniforme vont être très générales et c'est les statuts qui vont encadrer le fonctionnement. Voilà, donc c'est important de regarder tous ces aspects-là. Pour les convocations, c'est quoi les formalités nécessaires pour les convocations? Donc, pour les convocations, on a d'abord on a axé sur 4 points. D'abord, qui a l'initiative de la convocation? La convocation est faite par l'organe de direction. C'est soit le gérant, soit le conseil d'administration. Dans la SAS, on laisse à la liberté au statut de régler cette question. Ensuite, on a la question des délais. Toujours, pour la SARL et la SA, on est à 15 jours avant la tenue de l'Assemblée. C'est fixé souvent au 15 juin, puisque la tenue de l'Assemblée est fixée au 30 juin, donc on fixe la date limite pour les convocations au 15 juin. Pour la SAS, toujours la liberté est laissée au statut. Mais sachant qu'on ne peut pas dépasser les 15 jours aussi, on est toujours dans un délai de 8 à 15 jours. Voilà, pour la SAS. Ensuite, les modes de convocation, c'est souvent par lettre commandée avec accusé de réception. Parfois aussi, on verra des convocations par voie électronique. La réponse au message électronique envoyé feront office d'accusé de réception. Voilà.
Tout à fait. Après, c'est un point à risque. Hein. Vraiment, les convocations par voie électronique, c'est prévu. Mais toutefois, il faut que ça soit mis dans les statuts. Voilà. Donc, si je suis une société, j'ai l'habitude de faire des convocations par voie électronique, attention, il faut que mes statuts me le permettent. D'accord? Si j'ai l'habitude de le faire, les statuts actuels ne le permettent pas. Il faut aller vers une AGE, Assemblée Générale Extraordinaire, modifier les statuts pour avoir les dispositions nécessaires afin de le faire. D'accord? Donc, tout dépendra là des statuts. Des statuts, voilà. Et en dernier point, on a le contenu obligatoire et limitatif. Là, c'est vraiment le contenu de la lettre de convocation. On parlera de la date, de l'heure, du lieu, de l'ordre du jour. Hein? Vraiment, point important, très important. C'est ça. Et donc, c'est limitatif parce que déjà, pour un premier point, limitatif quant à l'ordre du jour. Quant à l'ordre du jour, parce qu'on est en assemblée générale ordinaire, on ne pourra pas mettre dans l'ordre du jour des points de modification de statut. Décision extraordinaire, c'est-à-dire de modification de statut. On ne pourra pas non plus axer tout l'ordre du jour sur des divers, parce que l'ordre du jour doit être vraiment précis et limitatif. Voilà. Tout à fait, parce que de façon générale, il y a des en fonction du type de réunion, selon que je sois dans un conseil d'administration ou dans une assemblée générale ordinaire ou assemblée générale extraordinaire ou assemblée générale mixte, parce qu'il est possible d'envisager une assemblée générale mixte, il faut que le contenu le contenu soit respecté. On ne peut pas envisager, allez, top, on y va, réunion, point divers. Voilà, et sur le coup, séance tenante, on va décider de notre ordre du jour. En tant que tel, il y a certaines décisions qui, lorsqu'elles sont prises sans pour autant avoir été au préalable indiquées dans l'ordre du jour, elles peuvent être attaquées en nullité. Donc, il y a des conditions à respecter. Il faut que ceux qui sont appelés à voter, à délibérer sur le sujet, soient au préalable informés dans l'ordre du jour, sachant également que pour certaines réunions, il faut que la documentation qui va avec soit communiquée aux administrateurs ou actionnaires avant ces dates-là. Voilà, parce qu'il n'est pas conforme de les convoquer d'une part et que la documentation, qu'elle soit découverte séance tenante. Parce que voilà, le délai de convocation, c'est pour bien sûr permettre aux différents participants à ces réunions-là de pouvoir bien sûr se préparer et consulter la documentation. Exactement. Tout à fait. Très bien. On va parler maintenant des approbations. Les approbations. C'est quoi l'approbation? Quelles sont les dates limites et comment ça se passe selon les types de sociétés? Donc pour l'approbation des comptes annuels, c'est aussi un point qui sera discuté par les associés et les actionnaires au moment de la réunion de l'Assemblée. L'approbation des comptes est faite au 30 juin, pendant la réunion, pendant l'Assemblée générale. Les associés ou actionnaires, après consultation de toute la documentation qu'ils ont reçue des états financiers de synthèse, des rapports de gestion et tout, vont décider d'approuver les comptes, les états financiers, vraiment ils vont aussi se baser sur le rapport du commissaire aux comptes pour les sociétés qui en disposent. On va approuver les comptes et décider de l'affectation du résultat. Tout à fait. Donc, on a un délai de 6 mois. Ce qu'il faut dire, c'est que, passé ce délai, il faut demander une prorogation au tribunal. Par exemple, les sociétés qui vont faire des assemblées générales en juillet, août, septembre ou parfois en décembre, elles sont certes en retard, mais en principe, obligatoirement, il leur faut demander une prorogation au tribunal de commerce. Donc ça, c'est une règle à respecter qui est parfois omise. L'autre élément également qui attire mon attention, c'est que cet exercice d'approbation des comptes et d'affectation du résultat de l'exercice, il est très important dans la mesure où, même comptablement, pour pouvoir passer les écritures d'affectation du résultat, il faut qu'on s'assure d'avoir un PV, un procès-verbal. On peut affecter un résultat, oui, c'est bien, mais sans PV, c'est un peu plus compliqué. D'accord? Il y a des dispositions à respecter. Est-ce que la réserve légale a été constituée? Oui. Est-ce que les réserves obligatoires statutaires ont été affectées? Donc, tous ces éléments-là doivent se retrouver dans le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire.
Voilà. Donc, même si on est dans une société unipersonnelle, les décisions de l'actionnaire ou de l'associé unique doivent être formalisées sur procès-verbal. Bien sûr, au niveau fiscal, il y a des formalités d'enregistrement à respecter, souvent enregistrées au droit fixe. Voilà, tout à fait. On va aborder un dernier aspect, ou avant-dernier, je dirais, quelques opérations exceptionnelles au cours de la vie de l'entreprise. Donc, sur une année, on peut avoir des opérations exceptionnelles. Qu'en est-il de ces opérations exceptionnelles et quelle est l'Assemblée qui, bien sûr, qui va se prononcer sur ces opérations exceptionnelles? C'est ça. Au cours de la vie sociale, il peut arriver que l'entreprise soit en face d'opérations exceptionnelles. On les appelle des opérations exceptionnelles parce que normalement, la vie de la société du 1er janvier au 31 décembre ne prend pas en compte ces opérations, ne les prévoit pas. Ce sont des opérations qui viennent en cours de vie. Les associés décident, par exemple, de prendre des décisions extraordinaires, de modifier les statuts, ils ils prévoient des opérations telles que des opérations de transformation de la société, de fusion, scission, des opérations vraiment qui touchent à la structure même profonde de la société. Il peut aussi s'agir d'opérations sur le capital, augmentation, par exemple. Il peut également s'agir de transfert de sièges. Il peut aussi s'agir de nomination ou de révocation, de remplacement aussi des dirigeants. Okay. Donc, toutes ces opérations-là, parce qu'elles sont exceptionnelles, sont prises dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire. Voilà, parce que c'est des décisions extraordinaires qui nécessitent la tenue d'une assemblée régulièrement convoquée et tenue par l'ensemble des associés. Voilà. Très bien, très bien. Donc, ce sont des opérations exceptionnelles. C'est ça. Et pour chacune de ces opérations, il y a un certain nombre de règles et de dispositions spécifiques qu'il faudra observer et faire intervenir aussi, bien entendu, les professionnels externes. Parfois, le notaire, l'expert comptable, le commissaire aux comptes. Voilà, pour les opérations d'augmentation de capital, de modification de capital. En général, il est prévu un rapport du commissaire aux comptes. Pour certaines formalités également de modification des statuts, il faudra suivre les mêmes formes qu'à la Constitution, repasser chez le notaire, modifier le registre de commerce. Voilà, tous ces éléments-là sont importants. Il y a aussi la perte de la moitié du capital social et avec ces régularisations qu'elle comporte. Quand la perte de la moitié du capital social est constatée, il y a un délai de 2 ans pour la régularisation. Ça aussi, c'est un autre sujet qui pourra faire l'objet d'un webinaire spécial sur les entreprises en difficulté. Voilà. Maintenant, quelles sont, Nogaï, les bonnes pratiques qu'on peut retenir, entre autres, quelques idées de bonnes pratiques avant de conclure et de passer aux différentes questions? Donc, pour terminer, on partage avec vous quelques bonnes pratiques à adopter pour pouvoir assurer le secrétariat juridique de votre entité. Donc, d'abord, on pourrait aller sur une mise en place d'un calendrier juridique, vraiment un calendrier qui vous qui permettra d'avoir les dates fixes et à chaque date, les opérations qu'il faut tenir et les obligations à respecter. On a aujourd'hui des outils qui peuvent nous permettre de faire des rappels des jours avant, 20 jours avant, 1 mois avant, pour vraiment ne pas respecter les délais et ne pas être vraiment dans la conclusion. Ensuite, on peut aller vers une standardisation des modèles de documents. Parce qu'on est dans une société, on sait qu'à chaque clôture d'exercice, on a des PV d'arrêté de compte à faire, on a des rapports à faire, on a des procès-verbaux à faire. On peut standardiser les modèles de sorte à vraiment retenir les mêmes informations, des informations fixes par rapport à l'identification de la société et tout. Ce qui va changer, c'est peut-être les résultats des exercices, les décisions prises, etc., etc. Ensuite, l'archivage systématique pour éviter la perte. Donc, archivage
physique, archivage électronique, hein, pour éviter la perte de documents, vraiment, pour pouvoir se retrouver à chaque fois qu'on a besoin de retrouver un document qui date de 5 ans en arrière, qu'on puisse vraiment le trouver plus facilement. Ça permet de suivre les opérations de la société, d'avoir une très bonne organisation. Et en dernier lieu, on a la réalisation d'audits juridiques réguliers. Vraiment mettre en place, se mettre d'accord sur une périodicité à laquelle réaliser des audits. Hein, ça nous permet d'être à jour. Hein, ça nous permet aussi d'avoir un très bon suivi plutôt de la société, de toutes les opérations qui sont réalisées. Tout à fait, et c'est très important. D'ailleurs, en parlant de calendrier juridique, on a conçu un calendrier juridique fiscal sur toute l'année 2026 qui est disponible sur notre page LinkedIn que vous pourrez télécharger gratuitement. Sur ce calendrier, vous avez toutes les dates importantes, à la fois fiscales, mais également juridiques, allant de l'arrêté des comptes, l'approbation des comptes, le délai de distribution des dividendes. Voilà, donc c'est un outil qui pourra vous aider. L'archivage aussi des actes, documents sociaux est très important, y compris le respect des formalités d'enregistrement. Donc c'est des documents qui doivent être enregistrés, pour certains côté paraphé ou bref. Les audits juridiques aussi sont importants. Si vous avez la ressource en interne, autant le faire. Une ressource, une compétence interne pour suivre ces aspects. Parfois, selon la taille de la société, c'est la direction administrative et financière qui suit tous ces aspects-là. Parfois, pour les entités un peu plus complexes, dotées de direction juridique, elles peuvent également se saisir sur ces questions-là. Parfois également avoir recours à des expertises externes pour effectuer ces audits juridiques. Voilà. Donc, Nogai, on est au terme de cette présentation. On remercie l'audience pour cette aimable attention. On va s'en ouvrir aux différentes questions et essayer d'y répondre. Donc, merci à tous. Donc, pour les questions, je pense qu'on avait déjà le lien Slido qui nous permettait de recenser toutes les questions reçues. Si vous en avez aussi d'autres, n'hésitez pas à les poser. Donc là, je vois une première question. Le secrétariat juridique au sein des sociétés, c'est le titre. Merci pour ce webinaire. Combien de temps doit-on conserver les registres juridiques dans les archives? Au moins 10 ans. On est sur une prescription décennale. Qu'en est-il des sociétés qui n'ont jamais tenu d'AGO et qui aimeraient se régulariser avant le 30 juin? Oui, ça arrive, mais voilà, vous pouvez antidater, reprendre et formaliser, rattraper, bien sûr, rattraper, parce que en général, la société va prendre des décisions, mais le problème, c'est que rien n'était formalisé. Donc, vous pouvez vous engager sur ce chantier-là et régulariser, régulariser tous ces aspects-là. Voilà, régulariser tous ces aspects-là. Comme je le disais tout à l'heure, comptablement, parfois, on constate des affectations de résultats ou changements, écriture impactant les capitaux propres, sans pour autant qu'il y ait de décision des assemblées, ce qui pose aussi problème. C'est ça. Voilà, tu vas ajouter quelque chose, Nogai, pour ça? Oui. Donc, juste appuyer un peu sur ce point, parce que, comme il l'a dit, parfois aussi, on peut se rendre compte que dans les sociétés, surtout en ce qui concerne la distribution de dividendes, elle est faite sans même que l'obligation légale de doter une réserve légale ne soit respectée. Donc, avant de distribuer les dividendes, il faut doter la réserve légale. Et c'est à partir de ce moment que vous pourrez, sur le montant restant, prévoir une distribution de dividendes. Et toutes ces opérations-là doivent être formalisées et mises sur PV. Tout à fait, très bien. Donc, l'autre question que je vois là, merci pour laquelle, vous en prie. Comment mettre en place un audit juridique? Oui, il faut le faire. Selon l'appétit et la complexité de la société, définir son calendrier. Voilà, tout simplement. Oui, on y va, on prend une autre question. Est-ce obligatoire d'enregistrer les PV? Oui, les formalités. L'enregistrement, ça permet de garantir une date certaine. Exactement. Entre autres avantages de la formalité d'enregistrement. Donc, c'est important de le faire.
Pouvez-vous revenir sur le contenu des rapports? Il y a plusieurs rapports. Je pense que la personne parle du rapport de gestion. Peut-être qu'il parle du rapport de gestion. Donc, le rapport de gestion, on a dit que c'est un rapport qui est établi par le gérant, qui va y mettre toutes les opérations qu'il a eu à recenser, qu'il a eu à faire durant l'exercice du 1er janvier au 31 décembre. Donc, il va y mettre les événements importants, l'évolution de la société, les perspectives qu'il prévoit pour l'exercice suivant. Voilà, tout ça, les résultats et tout. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on fera également un post spécifique oui. Sur la page LinkedIn où on présentera, on donnera des contenus, un peu les grandes lignes d'un rapport de gestion. Voilà. Donc ça, on pourra le partager aussi. Oui, donc autre question. La différence entre les conventions, donc il y a 3 types de conventions, interdites, normales et réglementées. Les conventions interdites, typiquement un dirigeant, directeur général qui va hypothéquer un bien de la société, voilà, pour ses propres besoins. C'est interdit. Il y a des sanctions voilà, qu'on peut avoir, pénales, civiles, etc. Donc, il y a beaucoup de sanctions. Donc, c'est des opérations qui sont listées dans l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et qui sont interdites, qu'il ne faudrait pas faire. D'accord? Les conventions normales, c'est toutes les conventions qui sont faites. En principe, elles sont normales. Voilà. Les conventions réglementées, ça va être celles qui sont faites avec les dirigeants de la société, les actionnaires. Et ce mécanisme, il a été institué par le droit des sociétés pour prévenir les risques de conflit d'intérêts. D'accord? Voilà, voilà. Donc, c'est ça. Après, vous aurez bien sûr, en fonction de chaque type de société, les différents détails. Mais c'est ça un peu l'idée des conventions réglementées. Quand faut-il, l'autre question, ou bien ça c'est la dernière, comment régulariser un PV non signé par le PCA depuis 2 ans? Entre-temps, il n'est plus PCA. C'est un sujet. Hein? Voilà, c'est un sujet. Il était PCA, en principe, il aurait dû signer. Donc, la régularisation, le prochain, son successeur peut dire que ce n'était pas sous son magistère et qu'il ne signerait pas. Donc, faire signer celui qui était là. D'accord. Et le documenter. Parce que c'est une chose aussi, à cette réunion aussi, il faut voir est-ce qu'il y avait les feuilles de présence. On n'en a pas assez parlé, mais pour les réunions, il faut faire signer les feuilles de présence. Les PV, tout le monde ne les signe pas, mais les feuilles de présence, il faut que tout le monde les signe. Si c'est une réunion qui est tenue par voie électronique, visioconférence, sachant aussi qu'il faut voir est-ce que les statuts les prévoient et tout, est-ce que c'est le tiers ou plus, etc. Qu'est-ce qui est prévu au niveau des statuts? Il faut aussi garantir un moyen qui permet d'authentifier les présences. Voilà, donc il faut pas simplement faire un Teams, il faut garantir la présence, l'authentification. Voilà, donc je ne sais pas si tu vas rajouter des choses. Il y a aussi des actionnaires ou des associés qui se sont fait représenter pendant la réunion. Leurs représentants signeront à leur place. Donc la feuille de présence, c'est tout le monde qui signe. On dira que tel associé est représenté dans le cadre de cette réunion par tel autre associé. La représentation aussi, c'est sous forme de mandat de représentation. On donne mandat à un autre associé de nous représenter pendant la réunion. Oui. Tout à fait. Autre question que je vois, quand faut-il présenter le rapport de gestion? Le rapport de gestion, on le présente à l'Assemblée générale, mais préalablement, il est présenté au commissaire aux comptes qui va faire des opérations de comparaison avec les états financiers, voir s'il y a des irrégularités par rapport aux opérations qui sont listées dans le rapport et ce qui apparaît sur les états. Il fera aussi à son tour un autre rapport par rapport à tout ça et tous les rapports seront présentés lors de l'Assemblée générale pour validation. Tout à fait, mais après, bien sûr, c'est un rapport qui est préparé par le gérant, si je suis dans une SARL, si je suis dans une société anonyme, avec conseil d'administration, le conseil d'administration devra présenter ce rapport de gestion. Si c'est un administrateur général, il a la responsabilité aussi de le présenter. Voilà, tout à fait. Donc, le rapport peut-il enregistrer d'autres documents? Le registre peut-il enregistrer d'autres documents outre les PV? C'est les décisions de façon générale. Les décisions de façon générale. Voilà, on peut avoir le support, le replay, il sera disponible. Voilà, il sera disponible. C'était la dernière question. Voilà, donc on a encore quelques minutes. Je pense qu'on est dans les temps.
Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, soit dans le chat ou le QR code qu'on pourrait prendre? Comment organiser le secrétariat juridique dans les sociétés unipersonnelles et le groupement d'intérêt économique? Pour les sociétés unipersonnelles, en fait, ce qu'il faut, le plus important, je pense qu'on a beaucoup plus des SUARL en général ou des SASU, c'est de pouvoir formaliser les décisions du président ou du gérant et d'avoir un registre spécifique qui permet de suivre les PV, les décisions, voilà, tous ces éléments-là doivent être formalisés et documentés. L'essentiel, c'est d'avoir la traçabilité, parce qu'une entreprise, elle doit avoir une mémoire institutionnelle. Voilà, voilà. Voilà, on prend encore quelques questions. On prend encore quelques questions, il y en a d'autres. Comment renseigner le registre des titres nominatifs de la société? Création, cession. Oui, donc là, le registre des titres nominatifs pour tout ce qui est société, pour les sociétés, les registres des titres nominatifs peuvent avoir des modèles de documents dans les grandes bibliothèques en général. Il faut y consigner les détenteurs des parts sociales ou des actions et toutes les transactions qu'il y a eu, s'il y a eu des transferts, cessions de parts, ainsi de suite. Voilà, augmentation de capital ou des préparations de modification de capital. Les opérations qui touchent aux titres sociaux, on les renseigne dans le registre des titres nominatifs. Oui, d'autres questions? L'enregistrement des PV. L'enregistrement des PV, c'est un sujet qui revient. Bon, on va prolonger de 3-4 minutes. À 17h05, on va arrêter. Les règles de vérification du quorum, en fonction du type de votre société, le quorum, c'est les personnes ou le nombre de parts ou nombre de détenteurs normal qui doivent être présents pour qu'on puisse valablement décider et délibérer. Le minimum qui doit être présent pour que les votes puissent être ouverts. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, quand le quorum n'est pas respecté, d'accord, les décisions, a priori, sont nulles. D'accord? L'enregistrement des PV au niveau de l'administration fiscale est une obligation ou juste une bonne pratique de gestion? C'est une obligation. C'est une obligation. C'est l'enregistrement qui vous permet, vous avez le cachet de l'administration fiscale, permet, parce qu'on est dans un souci de secrétariat juridique, de bonne tenue de la société. Donc, tous les PV doivent être enregistrés. S'il y a un montant, l'administration fixera le montant. Si c'est des PV à l'enregistrement au droit fixe, voilà, l'administration les fixera. Mais les PV doivent être enregistrés. On est dans une logique de vraiment de bonne gestion, de bonne tenue de la société. Oui, tout ce qui est PV documenté au niveau du tribunal de commerce, oui, c'est obligatoire parce que l'acte uniforme parle de registre coté et paraphé. Donc, ça doit être fait au niveau du greffe du tribunal de commerce. Les comptes courants associés, oui, c'est important. On n'en a pas parlé. En comptabilité, dès que vous avez un compte 46, un compte courant associé égale à une convention de compte courant associé au moins. Ça permet de prévenir des risques à la fois juridiques, mais également des risques fiscaux. Il y a beaucoup de risques liés à ces comptes courants associés. Il faut avoir une convention, préciser les modalités de remboursement, les taux de rémunération, les taux d'intérêt, s'il y en a ou si ce n'est pas rémunéré. Donc, il faudrait une convention. Si c'est une convention compte courant associé, ces conventions, en général, rentrent dans des conventions réglementées. Donc, il faut que si je suis dans une SA avec conseil d'administration, que ces conventions soient autorisées par le conseil d'administration et qu'elles fassent l'objet d'approbation par l'Assemblée générale. Voilà. On y va encore. Voilà. Très bien. Donc, une dernière question. On prend une dernière question avant de clôturer. Il faudrait aussi proposer un webinaire sur le respect des règles de fonctionnement des sociétés, surtout pour ceux qui évoluent dans l'informel. Même s'ils se formalisent, ils essaient de tout gérer alors que chacun a son domaine. Je pense que ça, c'est un autre thème qu'on pourra organiser plus tard. Tout à fait. Très bien. Donc, merci beaucoup, Nogay. Merci pour la présentation. Merci à tous les participants. Ce fut un plaisir pour nous de partager cette heure-là
très intense, très enrichissante. On espère que ça a été très enrichissant pour vous aussi. On espère que ça vous sera utile dans vos sociétés respectives et que ça vous permettra, bien entendu, de marcher davantage vers un formalisme accru. Donc, merci beaucoup. Merci à tous et bien des choses à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Donc, fin de l'événement. Mhm. Parfait.